Allez, donc c'est parti. Salut Pierre. Merci, Salut. merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour le deuxième podcast interview qu'on va faire. C'est un nouveau format qui semble plaire aux auditeurs. Euh, J'espère. alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Pierre Thomas, diététicien du sport en Île-de-France, donc dans le 94 et sur Paris. Actuellement, professionnel, j'exerce au Stade français Paris, donc chez les rugbyman, depuis maintenant une saison. Là, on vient de finir la première saison. Enfin, on vient de finir. Non, j'espère qu'on va être qualifié parce qu'on a encore certains barrages à faire, j'espère. Mais en tout cas, voilà, ça fait une saison que je suis là-bas. Donc avant d'être en libéral, j'ai fait pas mal de centres médicaux classiques. Et j'ai décidé en début 2020 de me lancer à mon compte. Et puis voilà. D'accord. Bon, bah, déjà félicitations parce qu'on s'était eu au téléphone et Merci. depuis vous avez gagné. J'ai vu que vous êtes sur une Ouais, belle série là. ouais. Il y a une vraie belle énergie en ce moment dans le groupe, donc c'est vraiment cool. Donc on espère, on a encore un gros match, la décisif samedi. Enfin, c'est pas moi qui fais le plus gros du travail, hein. Mais en tout cas, ouais, on a de bons espoirs parce qu'on va rien lâcher, ça c'est sûr. Bon, bah, c'est super. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'es venu voilà, l'idée de te lancer dans ce métier? Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui ont voulu t'orienter et te spécialiser dans la nutrition? Alors, dans la nutrition, en vérité, pas spécialement à la base. Je savais que je voulais bosser dans le sport parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Euh, mais j'avais vu que voilà, il y avait beaucoup de voies bouchées sur la prépa physique, sur les kinésithérapies du sport, etc. Et en fait, c'est dans un salon d'orientation, tout bêtement, que j'ai rencontré voilà, des diététiciens et diététiciennes. Et j'ai dit, bah ouais, franchement, c'est un truc qui me convient plutôt bien dans le sens où j'avais beaucoup de soucis au lycée avec tout ce qui était abstrait. Tu vois, la fission d'un atome, un machin, un truc. Ça me paraissait tellement abstrait, j'avais beaucoup de mal avec ça. Et la nutrition m'a apporté justement ce côté concret. C'est-à-dire que dans une tomate, il y a ça et il y aura ça pour longtemps. Donc voilà, c'est de l'application directe. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé par la nutrition un moyen d'accéder aux hautes sphères du sport, et c'est ce que je cherchais, n'ayant pas le talent pour devenir moi-même sportif professionnel. Donc voilà, c'est quelque chose qui est venu. En fait, c'est pas une passion. Je vais pas faire le beau discours de j'ai toujours été passionné par ça, c'est pas vrai. J'ai toujours aimé manger, ça oui, mais par contre, voilà, c'est quelque chose qui s'est construit et dans lequel aujourd'hui je m'épanouis à 150%, ça c'est clair. Ok, bon, bah, c'est super, ça se voit en tout cas. Euh, as pris l'exemple d'une tomate et tous les nutriments qu'elle va garder pour longtemps. On sait pourtant que depuis quelques années, avec le développement de l'industrie agroalimentaire, euh, C'est ce que j'allais dire. Ouais. les aliments commencent, enfin, de ce qu'on lit, de ce qu'on s'aperçoit, ont moins de goût, ont moins de saveur, ont aussi moins de richesse nutritive. Est-ce que c'est quelque C'est chose... vrai, Ouais. c'est malheureusement vrai. Alors, je vais rectifier ce que j'ai dit, c'est sûr qu'une tomate aura malheureusement pas toujours la même chose. Euh, donc, d'où ça vient ça? Simplement parce qu'on a toujours cherché à faire plus de profit, plus rapide et plus disponible. Théoriquement, en France, si on respecte le rythme des saisons, on est censé avoir des tomates qu'en été. Or, on est depuis assez petit habitué à avoir des tomates tout le temps. C'est-à-dire qu'à la cantine, au restaurant, on vous propose des salades de tomates en plein mois de décembre. Donc, le problème, c'est que les industriels ont commencé à proposer des produits et il y a eu une réponse favorable du consommateur. Donc, ça a fait une espèce d'effet boule de neige. Et aujourd'hui, on a des tomates qui viennent de partout dans le monde ou qu'on subit des vieillissements en frigo, en fait. Donc, c'est des tomates qui sont cueillies toutes vertes, qui vont être mûries dans des frigos, donc qui ne prennent pas le soleil. Donc c'est des végétaux qui sont malheureusement sans vie. Donc oui, il y a une dégradation aujourd'hui de certains produits de consommation courante.
Maintenant, ça reste un choix du consommateur, c'est-à-dire que, alors évidemment, je prends mon exemple personnel parce que, évidemment, si moi je fais pas attention, qui le fera, mais l'été, j'ai la chance d'avoir des grands-parents qui habitent dans le sud-ouest. On descend, on fait les fins de marché à récupérer les tomates un petit peu tapées et on va faire de la sauce tomate pour toute l'année, simplement pour éviter d'avoir à consommer des produits qui sont de mauvaise qualité. Et par contre, de la tomate fraîche, bah là, on va commencer à en retrouver. De bonne qualité, poussée en France ou en tout cas à côté dans des conditions pas trop dégueu. Donc voilà, après ça reste, enfin oui, il y aura toujours une offre de mauvaise qualité, mais ça reste un choix du consommateur de se porter vers les bons aliments. Ok. Bon, ben, une petite introduction qui n'était pas forcément prévue, mais c'est intéressant de parler voilà, des circuits locaux aussi, de tout ce qu'on peut trouver, et de on va dire la conscience du consommateur de se tourner vers des produits. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, sur quoi je t'avais contacté. Oui. Est-ce que tu peux, voilà, si je te croise dans la rue et que je te pose une question, est-ce que tu peux rapidement m'expliquer en quoi consiste ton métier actuellement, que ce soit sur la facette perso ou sur la partie club aussi, c'est ce qui nous intéresse. Ah, alors mon métier, c'est résoudre des problèmes, concrètement. En fait, au cabinet et en club, c'est extrêmement différent, dans le sens où au cabinet, je vais avoir un public extrêmement varié. C'est-à-dire que je vais avoir un enfant qui a des néophobies, donc la peur d'introduire des nouveaux aliments, comme je vais avoir une personne de 55 ans qui s'est un peu laissée aller, qui a besoin de perdre un peu de poids et ou qui fait du diabète. Donc vraiment, c'est extrêmement varié. Au club, on a vraiment des attentes très précises sur la performance. Je bosse énormément avec Ben Pollard et Stéphane Dutoit, qui sont les préparateurs, enfin les head coaches, les préparateurs physiques, vraiment qui vont avoir des objectifs très précis. Voilà, ils me disent tel joueur, il doit atteindre tel poids parce que tel perf, etc. Donc on a vraiment une synergie pour bosser ensemble. Donc il y a voilà, vraiment des points extrêmement précis. Donc ça vient des coachs. Et après, je vais avoir certains joueurs qui sont vraiment portés sur leur alimentation qui vont me dire, bah, écoute Pierre, voilà, j'ai des crampes en fin de match. Là, par exemple, avant les matchs, j'ai des gaz, X choses. Et on va régler voilà, des points très pointus pour avoir un maximum de performance. Même si tu es dans les circuits du haut niveau depuis peu de temps, tu m'as dit, est-ce que malgré tout, tu as une évolution, tu ressens une évolution dans l'intérêt que l'athlète porte à l'aspect nutritionnel, à l'aspect récupération en général? Il y a quelques temps, j'avais parlé dans d'autres podcasts voilà, de l'importance du sommeil, de l'hydratation et de la nutrition. Est-ce que tu vois des évolutions ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Il y a beaucoup de travail. Chez les nouvelles générations, il y a vraiment une professionnalisation du sport. Alors après, le rugby est un monde extrêmement particulier dans le sens où les anciens vont avoir plus tendance à être sur ce qu'on appelle le rugby clocher, c'est-à-dire c'est le club du dimanche, après on se fait un barbecue, une bonne bière, etc. Ce cliché du rugbyman qui tend à disparaître actuellement. Donc, chez ces gars-là, j'ai un petit peu plus de mal à vraiment faire comprendre que oui, ceci ou cela peut avoir un intérêt. Donc, on essaie de bosser sur des points très précis et visibles, entre guillemets, très vite. D'accord, les changements, ça s'applique très vite, comme l'hydratation ou des choses comme ça, pour qu'ils voient que oui, je ne suis pas là que pour les embêter et qu'il y a vraiment un intérêt derrière. Et par contre, oui, les jeunes générations, passé 2000, entre 80, ouais, 98, 2000 et plus, là, on a vraiment un aspect professionnalisation du rugby et ils sont beaucoup plus attentifs. Donc c'est vraiment très individuel. Je pense que ouais, la réponse à ça, c'est que c'est très individuel. Ok, je suppose aussi que ça va avec le développement aussi des réseaux et voilà, de la diffusion d'informations en masse. On peut trouver tout un tas d'informations maintenant sur Internet en regardant des Ça, vidéos, c'est en sûr. écoutant des podcasts, en lisant des articles ou même sur Instagram. Parfois, maintenant, il y a de plus en plus de partage. Il faut arriver à faire le tri, mais c'est vrai que paradoxalement, c'est la génération fast-food, mais c'est aussi celle qui s'intéresse à la santé pour son futur et pour la longévité. Donc, c'est C'est intéressant ce que tu exactement me ça. dis. C'est exactement ça. Euh,
je t'avais parlé de plusieurs thématiques aussi lors de nos échanges. Est-ce qu'on peut commencer à introduire un sujet qui me semble intéressant et peut-être souvent incompris en faisant des associations qui ont pas le mérite d'exister? C'est sur le gluten. Mhm. Est-ce que le gluten est un réel danger? Est-ce qu'il faut s'arrêter de consommer du gluten? Est-ce que tu peux aussi faire un point, même si on le fera après ta première réponse, mais sur la différence entre maladie cœliaque et maladie de Crohn? Voilà. Est-ce que toi, tu as l'habitude de t'intéresser à Alors, ces cas-là? forcément, le gluten est quelque chose qui était très tendance il y a encore, enfin, on en voyait absolument partout il y a encore, allez, 2-3 ans. Donc, moi, je réponds toujours la même chose à mes patients. C'est-à-dire que si vous tolérez le gluten, pourquoi le supprimer? Oui, en haute dose, en effet, on a eu des études à très haute dose, j'entends, hein, vraiment des grosses consommations de pâtes et de céréales, il y a un effet inflammatoire. Oui, c'est une protéine qui peut être inflammatoire. Euh, donc, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle de la proprioception, c'est comment je me sens quand je mange des pâtes. Est-ce que j'ai des lourdeurs? Est-ce que j'ai voilà, une marque très, très visible de l'intolérance au gluten? C'est des petits boutons qui vont apparaître sur les avant-bras. Des migraines, des choses comme ça. Si vraiment je commence à avoir une symptomatisation réelle, oui, je vais faire ce qu'on appelle un régime d'exclusion. Je vais faire un test, voilà, je vais me faire une semaine où je vais essayer d'éliminer le gluten. Si je me sens mieux, eh ben, tant mieux, j'aurais trouvé une source de mon inconfort digestif. Si ça ne change rien, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Donc, c'est de la perception vraiment ultra personnelle. C'est la même chose que pour le lactose, c'est tout ça. Et encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que si je mange 1 kilo de pâtes par jour, forcément, mon intestin, au bout d'un moment, il va plus en pouvoir. Ça, c'est normal. Et il y a aussi une notion qui est très importante, c'est l'évolution du gluten. Parce qu'en fait, le gluten est une protéine d'assemblage qui permet d'avoir une élasticité, une résistance de certains produits céréaliers. Et encore une fois, alors on dirait que je suis un anti-industrie agroalimentaire, ce n'est pas forcément le cas, mais l'industrie agroalimentaire a cherché à enrichir et rendre ces gluten ultra performants. Et en fait, plus c'est performant, plus c'est dur. En fait, c'est comme une espèce d'élastique. On va le renforcer pour qu'il soit vraiment, vraiment dur et très élastique, très résistant. Et forcément, avec une évolution technologique de la matière, notre intestin peut avoir des difficultés pour digérer ça. Mais encore une fois, c'est personnel. Et si vous pouvez manger des pâtes, allez-y, éclatez-vous. Mmh. Ouais, c'est top. Ça me parle. Bon, avant de continuer dans ce sujet, j'ai mis une phrase et je suis sûr qu'un de mes collègues va rigoler en l'écoutant parce que je le dis souvent, c'est la dose est dans le poison, enfin le poison est Ouais. dans la dose, pardon. Donc c'est Pierre, quand tu écouteras ce moment, tu vas rigoler, je suppose. C'est important parce qu'on voit fleurir pas mal voilà, d'effets de mode. Mais tu l'as dit aussi, c'est valable dans la prépa physique, c'est valable, je pense, dans tous les corps de métier, même la kinésithérapie, où on a en fait des études et des choses qui viennent parfois confirmer ou infirmer certains aspects. Mais l'aspect individuel, il va toujours primer. C'est pour ça qu'on travaille sur de l'humain, tu viens de le dire, et c'est valable. Je pense aux collègues kinés qui utilisent parfois certaines techniques Mhm. euh, qui n'ont pas forcément encore de grosse vélocité dans les preuves scientifiques, mais par contre qui font du Ouais. bien aux patients. Donc cet effet placebo, il est important. C'est-à-dire que si un athlète va voir un excellent sportif de haut niveau qui ne consomme aucun produit avec du gluten et qui va croire en cette technique, il va sûrement être plus performant ou se sentir plus performant. Là, typiquement, c'était il y a quelques années, c'est Novak Djokovic. Bon, évidemment, en plein Roland-Garros, donc forcément, ça parle. Novak Djokovic, lui, est malade cœliaque. Donc, forcément, s'il arrête le gluten, plus d'inflammation, plus de tendinite, plus de tout ça, et forcément, il est plus performant. Donc, après, il y a eu une vague de tennisman qui est arrivée en me disant: Ah, je vais faire comme lui, je vais arrêter le gluten, je vais être super performant.
désolé de vous le dire, mais non, vous ne gagnerez pas en classement en arrêtant les pâtes. Désolé. Et du coup, la différence pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, la différence entre la maladie de cœliaque et la maladie de Ouais. Crohn. Euh, Alors, c'est très proche, sauf que la maladie cœliaque va être une inflammation chronique de l'intestin uniquement due au gluten. D'accord. La maladie de Crohn est une maladie, c'est une MICI, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin chronique. Et en fait, la maladie de Crohn peut toucher tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, sur différentes zones. Ça évolue par phase de poussée. Donc, ça peut être très stable pendant un temps. Et après, on a une poussée, on a des maux de ventre absolument abominables. Enfin, la maladie de Crohn est une maladie vraiment extrêmement invasive, avec tous les problèmes digestifs qui s'en suivent, évidemment. La maladie cœliaque, c'est beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire que Crohn, ça peut tout toucher. C'est vraiment l'intestin qui va mal. D'accord. C'est l'organe qui dysfonctionne entièrement. Enfin, l'intestin ou d'ailleurs le rectum ou peu importe la portion intestinale. Alors que la maladie cœliaque, là, c'est j'ingère du gluten, ça dégrade ma muqueuse intestinale, je vais pas bien. Voilà, concrètement, c'est ça. C'est très, très spécifique. Donc voilà, Crohn général, maladie cœliaque, gluten uniquement. ok. Et Crohn peut aussi venir avec d'autres aliments que le gluten, en fait. Bien sûr, bien sûr, Ouais. bien sûr, bien C'est sûr. ça qui est important à rappeler, c'est qu'en fait, on Mm. peut être touché par la maladie de Crohn et pouvoir manger du gluten, ça c'est aussi possible. Quand on n'est pas en phase de poussée, oui, bien sûr. Et même, enfin, en soi, quand on est en phase de poussée, c'est ce qu'on appelle, enfin, la phase de poussée est une évolution rapide de la maladie. En fait, les symptômes s'aggravent concrètement. Peu importe ce que vous allez manger, ça vous fera mal. D'accord. C'est pour ça que quand on a une phase de poussée de Crohn, par exemple, on peut aller dans des centres spécialisés dans le traitement de la douleur pour être encadré médicalement. Et une fois la phase terminée, on retourne chez soi. Donc, oui, ça peut être, on peut manger des pâtes. Moi, j'ai un patient Crohn qui est stable avec son traitement depuis, heureusement pour lui, quelques années. Il mange quasiment normalement. Il n'y a que certains aliments, encore une fois, c'est du spécifique, que certains aliments, il me dit, voilà, les tomates crues, je ne peux pas les manger parce que c'est trop acide pour mon intestin. Et ben, ok, c'est pas grave. D'accord. Ok, super. Je fais un petit bond. J'ai à côté de moi plusieurs livres que j'ai lus, dont un, je ne sais pas si tu l'as lu, c'est du docteur David Perlmutter. Ces glucides qui menacent votre cerveau. Ouais. Donc, c'est un livre qui fait quand même presque 400 pages avec des études. Mais qu'est-ce que tu penses du… Donc, il évoque bien entendu le gluten, mais aussi tout ce qui est Mhm. sucre et glucides raffinés. Qu'est-ce que tu penses du régime voilà, de tous ceux qui veulent se priver de sucre? Bah, alors, je comprends l'idée, parce qu'en soi, encore une fois, on en revient à l'industrie agroalimentaire qui utilise des sucres de plus en plus blancs, de plus en plus raffinés, et donc extrêmement acides pour le corps, extrêmement vite absorbés, donc, créant des pics de glycémie assez importants, et donc pouvant créer justement des diabètes à la longue en cas de surconsommation. Euh, Moi, je trouve dommage d'exclure, en fait. C'est-à-dire que quand tous mes patients arrivent au cabinet, ils me disent: ah là là, alors à chaque fois, je demande ce qu'ils mangent dans leur quotidien, bien évidemment. Et il y a toujours une petite phrase qui diabolise tous les aliments. C'est-à-dire: ah ben non, je sais que vous allez me dire que c'est pas bien. Et je mange du chocolat et je mange, inclure sucreries, gâteaux, machin. Évidemment, on le sait que ce pas des aliments qui sont ultra naturels, hyper bons pour notre santé. Mais qu'est-ce que c'est bon? On va pas se mentir, ça fait du bien, ça fait plaisir de manger un petit peu de sucre, un petit bonbon de temps en temps, un petit bout de chocolat, un petit machin. Donc, la notion de plaisir, pour moi, est plus qu'importante. C'est-à-dire que contrôler son alimentation, être en bonne santé, c'est très bien. OK. Mais arriver à dire: ah ben non, ça, je ne veux pas en manger parce qu'il y a un peu de sucre de façon ponctuelle, je trouve ça vraiment super dommage, en fait. Parce que on va passer à côté de certains plaisirs. Donc, encore une fois, on rentre comment dire ça? Dans l'aspect chronique. C'est sûr que si tous les jours, on va manger un paquet de bonbons en rentrant du travail, là, évidemment, on le sait que c'est pas bon pour notre santé parce que ça va impacter le cerveau, parce que ça peut rentrer dans une forme de dépendance, même si aujourd'hui, c'est contesté dans le sens où
où personne ne va manger du sucre à la petite cuillère. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans une dépendance au sucre en tant que tel. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais dans cette habitude de je rentre, je mange mes bonbons, là, c'est très nocif, on est bien d'accord. Maintenant, se faire plaisir de temps en temps, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, ça c'est important que ce soit dit, que ce soit pour, entre guillemets, la population normale, mais encore plus les sportifs de haut niveau qui font parfois cette erreur-là. Bien Les sûr. glucides, ça reste un carburant essentiel euh, aux Et je vais muscles, te dire, moi j'ai cerveau et même certains l'énergie. sportifs à qui je conseille, c'est des petits bonbons après leur séance, hein. Alors pas Ok. beaucoup, bien sûr, mais juste pour refaire nos réserves de glycogène assez rapidement quand on a eu voilà, des phases de sèche assez intenses ou des cuts par exemple sur des sports de combat, les petits bonbons, ils servent. Ils servent. Alors bien sûr qu'on pourrait dire, oui, mais si tu manges des dattes, c'est plus efficace, machin. Bien sûr, on est bien d'accord, c'est plus naturel. Mais si j'ai quelqu'un à qui le petit bonbon, le petit schtroumpf après la séance de muscu bien énervé fait plaisir, vas-y, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème. Donc c'est bien, pas de restriction, juste de l'adaptation et Exactement. de la- voilà, de l'alimentation en conscience, ce que je dis souvent à mon entourage, c'est important d'être dit. Euh, Autre livre que j'ai à côté de moi, j'en avais un peu parlé donc de manière individuelle, mais si tu veux, parce que j'aime bien aussi avoir ton avis, ce que tu dis depuis tout à Mhm. l'heure, je trouve ça très pertinent. C'est le livre de Thierry Soucard, Les mensonges et propagande. Euh, Là aussi, tout à l'heure, tu as évoqué le lactose quand on parlait du gluten. C'est aussi important de ne pas faire d'amalgame et de remettre l'église au centre du village, comme on dit. C'est ça. Alors, comme tous les livres un petit peu polémiques, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que lui, si on l'écoute, on est presque à dire non, ça y est, on arrête tout le lait, c'est du poison, c'est machin, c'est trucs. Il y a en effet une histoire en France avec la crise du lait dans les années 50, où justement les producteurs produisaient trop, il n'y avait pas assez de consommation. On a introduit le lait à l'école, on a dit voilà, ça a 1000 vertus, il faut en consommer, il faut en consommer. C'est rentré dans les habitudes. Donc, est-ce que on est obligé d'avoir nos 3 produits laitiers par jour pour être en bonne santé, etc. Non. Ça, on soit bien d'accord, il n'y en a pas forcément besoin. Est-ce qu'on a besoin de calcium? Oui, ça c'est une évidence. Et est-ce qu'il existe d'autres sources de calcium? Bien évidemment. Donc, le tout, c'est d'arriver à avoir sa tolérance. Mais quand on me dit, ah ben non, je ne mange pas de fromage parce que je suis intolérant au lactose, désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de lactose ou très peu dans le fromage, hein, parce que les ferments et les bactéries qu'il y a dans les fromages vont se servir du lactose, qui est un sucre, hein, pour vivre, tout simplement. Pareil pour le beurre, d'accord? Donc, pas de souci avec ça. Si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez manger du fromage et du beurre. Parce que c'est quand même super bon, on ne va pas se mentir. Après, j'ai certaines personnes qui peuvent me dire, ouais, mais moi je ne mange pas de fromage, ça ne me réussit pas. Ça peut être une intolérance aux caséines de vache. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc là, c'est l'intolérance aux protéines. Donc il faut y faire attention. Mais pour se recentrer sur ce que je disais, moi, par exemple, je suis extrêmement intolérant au lactose. C'est comme ça. Mon calcium, je vais le trouver dans les amandes, dans tout ce qui est oléagineux, dans ma source de fromage, dans certaines eaux, bien évidemment. Alors, bien sûr, même si les naturopathes vont nous dire, oui, les minéraux et les oligo-éléments qu'on peut avoir dans l'eau ne sont pas absorbés par l'intestin. Bon, sur quelle preuve scientifique, je ne sais pas, mais voilà. Donc voilà, une courmayeur qui est très riche en calcium peut nous aider à combler. Et une chose qu'on a tendance à oublier, c'est les herbes. Moi, c'est un truc avec lequel je travaille énormément. Toujours, je dis à mes patients d'ajouter un peu d'herbe, un peu d'épices dans leur alimentation, parce que typiquement, il y a plus de calcium dans du persil séché que dans du lait à poids égal. Donc, il ne faut pas hésiter, toujours ajouter un petit peu d'herbe, un petit peu de choses comme ça, et ça marchera super bien. Mais non, on n'est pas obligé d'avoir tout plein de produits laitiers partout pour être en forme et en bonne santé. Au contraire, même quand on voit le Japon qui consomme quasiment pas de produits laitiers et qui ont pardon, le plus haut taux de centenaire au monde, on peut bien se dire que ça n'est pas indispensable. Voilà, donc comme tu dis, des arguments qui permettent voilà, de mettre en perspective tous les propos qui sont aussi dans ce livre, de ne pas prendre tout pour argent comptant et de se dire que rien n'est dogmatique. Prendre des produits laitiers, du lait matin, midi, soir,
à la collation, ce n'est pas ce qui est le plus important. S'en priver, ce n'est pas forcément intéressant non plus, mais voilà, tu parlais d'alimentation plaisir et raisonnée, ça doit en faire partie. Non, c'est sûr que quand on fait une alimentation sportive, qu'on cherche à justement avoir un seuil protéique intéressant, quand on prend des fromages blancs ou du skyr qui est très à la mode en ce moment, bien sûr que c'est une super aide parce que c'est facile à manger, parce qu'on peut l'aromatiser facilement. Donc, si on le tolère, encore une fois, pourquoi pas? Après, attention, parce qu'on sait que les protéines laitières peuvent avoir un effet pro-inflammatoire sur des grosses consommations. Ok. Le parallèle est tout trouvé avec l'autre sujet dont je t'avais parlé, c'est le sujet des protéines animales et végétales. Tu Mhm. viens de me faire un lien magnifique. Donc, est-ce que tu peux, voilà, parce que c'est vrai que certaines personnes, euh, on parlait de la nouvelle génération maintenant qui arrive à avoir l'information et, et a un intérêt aussi à la chercher. Mhm. Mais l'ancienne génération, je parle de la génération de nos parents, nos grands-parents, ont encore du mal à comprendre qu'il y a des protéines dans tout un tas d'aliments et pas que dans le poulet C'est ou, ça, ou la ça, viande, etc. Ça, c'est sûr que c'est des mœurs qui vont être complexes à faire changer. Alors, déjà, qu'on ne se fâche avec personne. Oui, une alimentation végétarienne est tout à fait bonne pour la santé, il n'y a pas de souci. En fait, ce qu'il faut voir, pourquoi on dit que les protéines animales sont meilleures, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'utilisation digestive. C'est-à-dire, pour telle masse, enfin pour 100 grammes de protéines, combien de protéines réellement vont être digérées et assimilées par mon intestin. On approche les 90, entre 90 et 97% sur de la protéine animale, contre 70-75% sur de la protéine végétale. D'accord. Autre chose dont on ne parle jamais, et c'est ça qui me rend un peu dingue, sur l'alimentation végétarienne, on peut faire des repas véganes, vraiment avec zéro source animale, ou zéro aliment animal sourcé, on va dire ça comme ça. Euh, Simplement, il y a une notion qu'on appelle la complémentation protéique, dont on ne parle jamais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. Les acides aminés, il faut voir ça un peu comme des dragibus, pour reprendre l'allégorie des momos. Chaque acide aminé va avoir une couleur. C'est une petite boule de couleur. Vous assemblez toutes les couleurs, vous avez la protéine parfaite. En l'occurrence, la protéine de l'œuf. Si vous prenez par exemple des lentilles, il va avoir ce qu'on appelle un facteur limitant. Donc par exemple, le dragibus vert va manquer. D'accord. Dans le riz, il va manquer le rouge. Donc en mangeant du riz et des lentilles mélangées dans un repas, on a l'assemblage parfait d'une protéine et tous les acides aminés qu'on cherche. Tout en sachant, encore une fois, que le coefficient d'utilisation digestive sera un peu moins bien. Donc, en fait, on peut manger végétarien et, euh, et manger, enfin, je veux dire, en parfaite santé, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est d'être très renseigné sur les taux de protéines et je pense que avoir des aides comme MyFitnessPal ou des choses comme ça, qui sont des applications qui au-delà de compter les calories, peuvent nous renseigner sur le taux de protéines de chaque chose. Avoir une application comme ça pour maintenir ce seuil protéique, surtout quand on fait du sport, c'est assez important pour ne pas faire n'importe quoi. Mais voilà, ça c'est juste pour faire un petit point sur l'alimentation protéique. Mais aujourd'hui, sur l'alimentation carnée, on sait qu'on mange un peu trop de protéines et un peu trop de sources de protéines animales dans le monde, surtout d'un point de vue écologique. Et encore une fois, c'est la conscience du consommateur qui va jouer. Parce que entre manger un steak premier prix dont on ne connaît pas du tout l'origine de la viande, qui est très peu traçable, avec beaucoup de graisse dedans, et manger un steak qui a été bien élevé dans le Luberon ou voilà, par un éleveur qui fait ça avec de la bonne conscience, qui nourrit bien ses bêtes, et dans une consommation au niveau de la quantité raisonnée, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, encore une fois, on en vient à la consommation en pleine conscience et selon ses choix éthiques. C'est top, ça me parle. Et en plus, c'est très bien expliqué. J'ai écouté tout à l'heure un autre podcast où j'ai entendu que, comme disait Einstein, a priori, si on arrivait à expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans,
c'était qu'on le maîtrisait. Et toi, voilà, le fait d'expliquer avec des dragibus, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Le fait voilà, de faire des associations pour arriver à combiner et arriver à un certain nombre d'acides aminés pour se créer une base, ça parle. Ça parle. Et tu parles de l'alimentation en conscience. C'est là aussi où il faut, je pense, être prudent euh, avec ceux qui sont végétariens, voire végétaliens. Euh, c'est en fait parfois de s'orienter que vers des choses bio, mais qui sont ultra transformées. En fait, on pense parfois que le bio, c'est synonyme de santé. Alors oui, sur certains aliments végétaux, c'est le cas, mais je pense qu'il faut être prudent. Moi, c'est ce que je dis souvent, à moindre mesure, juste voilà, sous forme de conseil, de bon sens, je pense. Quand on voit parfois des rayons bio en grande surface avec des steaks végétaux et des listes d'ingrédients de 3 km avec des noms qu'on ne peut pas lire, voilà, ça a beau être bio, ce n'est pas forcément très bon, je suppose. Mais c'est exactement, mais tu as 100% raison là-dessus. Moi, je reçois assez régulièrement des patients. Alors, je suis désolé, ça me fait doucement rire, mais ils me disent: ah non, mais vous savez, moi, je fais très attention, je mange tout bio, etc. Et quand on creuse derrière, le goûter, ça va être de la pâte à tartiner bio sur du pain bio, avec en petit grignotage des gâteaux bio. Alors, c'est très bien parce que, enfin, c'est très bien. Non, c'est pas le bon terme. Mais c'est bien de faire attention à sa consommation, à la qualité de ses produits, ça c'est sûr. Mais du beurre bio, du gras bio en général, du sucre bio, ça reste du gras et du sucre. Mieux fait, certes, mais ça reste du gras et du sucre. Donc, il ne faut pas penser que le bio nous dédouane. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément bon pour votre santé, comme tu l'as dit. Euh, Typiquement, il y a une marque qui moi, m'hérisse un peu le poil, qui est très connue. Euh, je ne me ferai pas les ennemis, donc je ne citerai pas cette On ne la marque, citera pas, mais euh, mais ce que je veux dire, c'est une marque qui est très connue, qui est très connue pour ses petites galettes, tu sais, de riz soufflé, avec le soufflé, bien polystyrène sûr. là. Voilà, ça, il n'y a pas mieux pour créer des diabètes de type 2, donc des diabètes acquis, parce que ça fait exploser la glycémie. C'est ce que moi je conseille à mes culturistes avant qu'ils passent sur scène pour justement avoir un taux de sucre très haut dans le sang et avoir des veines apparentes. Tu vois un peu l'idée, c'est que tu mets de la confiture là-dessus, ah bah tu exploses, hein, niveau glycémie, on est au top. Donc voilà, mais par contre c'est bio. donc, donc voilà, il faut faire attention. Souvent ce que je dis quand on veut mettre un pied dans le bio, tout ce que vous allez consommer cru, faut le consommer bio. Simplement parce qu'il y a moins de résidus de pesticides, enfin il n'y a pas de résidus de pesticides, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas tout ça. Donc on peut manger avec la peau, rincer toujours parce qu'il y aura toujours des poussières, des choses comme ça. Mais voilà, si on veut mettre un pied dans le bio et qu'on a un effort à faire financier, parce qu'on ne va pas se mentir, ça rajoute un budget quand même, allez sur du cru. Enfin, allez sur tout ce que vous allez consommer cru, les fruits, les crudités, les légumes en général. Voilà, vous pouvez aller sur le bio, il n'y a pas de problème. Et attention, je tiens à préciser un truc aussi, bio ne veut pas dire écologique. Parce que si vous êtes en plein mois de juillet et que vous prenez des kiwis qui sont bio mais qui viennent du Chili, voilà, il y a un peu une antinomie sur ce qu'on fait et sur la démarche, quoi. C'est oui, je veux faire attention à ma santé, mais l'empreinte carbone que je laisse derrière, elle est monstrueuse, quoi. Donc du bio, français, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, local, c'est top. C'est des conseils de bon sens, encore une fois. Est-ce que Bien toi, sûr. au Stade français, vous avez des joueurs, sans les citer, hein, mais de manière générale, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent plus particulièrement à la... Tu m'as parlé des jeunes tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a qui ont voulu te questionner sur un changement alimentaire, passer à du vegan, passer à du sans gluten, passer à du sans lactose, passer... Alors, j'en ai un, ouais, j'en ai un qui était intéressé. Alors, malheureusement, il était intéressé pour les mauvaises raisons, parce que il me dit, oui, mais regarde, alors, je suis désolé, je cite, hein. Il me dit, oui, mais regarde, tous les véganes, ils sont tout maigres, donc c'est que ça fait maigrir. Alors, oui, mais non. Donc voilà, il voulait perdre du poids, enfin, il pensait que l'alimentation végétale pouvait lui faire perdre du poids.
Alors, je lui ai surtout dit que la surconsommation de viande, et comme il le faisait avec beaucoup de graisse, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de grillades de viande assez riche, là, oui, si on diminuait ça et qu'on s'axait sur certaines viandes, ça pouvait le faire perdre du poids. Mais j'ai beaucoup de questions en fait sur le pourquoi. Pourquoi c'est très à la mode, pourquoi on se rend compte, pourquoi ça vient. Ça, oui, ça j'en ai du questionnement, mais ça va pas être du questionnement quand on est en entretien comme là on peut l'être. Ça va plus être voilà, au détour. Tiens, au fait, j'ai vu machin sans gluten, truc, pourquoi? Donc là, comme tu m'as dit, si on se croise dans la rue, c'est une petite réponse rapide et, euh, et je leur réponds toujours la même chose. C'est viens si tu veux, on se fait un entretien, on regarde si tu as des symptômes digestifs, etc. Sinon, vas-y, hein, continue à manger tes pâtes, il n'y a pas de problème. Et, euh, et surtout, ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que quand on est dans un sport collectif, comme peut l'être le rugby, si par exemple je vais mettre, je sais pas, des saucisses végé ou des steaks végétaux, ceux qui ne veulent pas en consommer vont être plutôt réfractaires et c'est le cliché du rugby, ça va faire du bruit. C'est-à-dire que voilà, c'est ah bah non, ça y est, il nous met machin, des, des trucs de végétariens, on n'a pas envie, donne-nous un bon steak. Donc voilà, il y a encore des mœurs à faire changer, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais, mais voilà, il y a certaines choses qui sont intéressantes et auxquelles ils peuvent être ouverts. Je prends par exemple les houmous, les choses comme ça, qui sont l'archétype et le cliché de l'alimentation végétale. Ça, ils aiment bien. C'est vrai que un petit, comme souvent je donne des petits, des pains complets, des petites choses comme ça, tu vois, des aliments assez vivants, plein de bonnes choses. Et c'est vrai que l'été, on se fait une petite salade, on met une petite cuillère de houmous et voilà. Et je leur dis, mais les gars, vous êtes en train de faire de l'alimentation végétarienne. Ouais, mais c'est pas pareil. Je dis, bah si, c'est un pas vers l'alimentation végétarienne. Donc, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le radicalisme n'est jamais bon. Là, il y a Solveig Galloin, là, qui est une activiste végane qui, à mon sens, dessert totalement la cause, qui a fait le buzz chez Cyril Hanouna la fois dernière. Euh, on n'est pas dans ce cliché-là, parce que, à mon sens, elle dessert complètement la cause, et tous ces activistes extrémistes qui sont là, qui crient, qui machin, desservent la cause d'un mouvement qui, au final, est assez pacifiste. Et donc, oui, il faut faire changer les choses sur la surconsommation, les abattoirs qui sont dans des conditions abominables, mais c'est pas avec cette façon-là qu'on va y arriver. Donc, justement, je pense que montrer que l'alimentation végétale n'est pas c'est pas rébarbatif, c'est pas hyper triste et on peut s'en servir de manière hyper sympa pour se faire plaisir. Je pense que c'est l'une des meilleures façons de le faire. Et, euh, j'en discutais avec une préparatrice mentale. Elle me dit oui, c'est sûr que si on te dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais qu'on ne te propose rien derrière en te disant tu vois, c'est facile, bah ça va te paraître compliqué, ça va te paraître hyper difficile et du coup tu vas rester hyper fermé à l'évolution. Et c'est le cliché de papy qui dit non, c'est comme ça et ça bouge pas. Oui, bah, si tu lui montres que ça peut aller mieux et qu'on peut arriver à faire des choses bien avec du végétal, là, il changera et il se dira ouais, bah, peut-être qu'au final, c'est pas si mal. Il y a du travail. Il y a du travail. Oui, c'est clair. C'est ça qui est intéressant comme dans nos métiers respectifs, c'est top. Je voulais continuer sur un dernier sujet, c'est celui des complémentations. Toi qui es dans le sport de haut niveau, qui plus est le rugby, je pense que c'est quelque chose de courant et d'utilisé. Mais parfois, certaines personnes mal informées veulent les utiliser peut-être à mauvais escient. Est-ce que tu peux faire un point sur les complémentations, on va dire, principales? Il y en a plein, hein, des micro et des macronutriments, mais Bien sûr. est-ce que tu peux faire un Alors, petit point sur ça? après, encore une fois, c'est ce que je dis à chaque fois, tout dépend de notre objectif. C'est sûr que le mec qui veut faire de l'ultra trail, un marathon des sables ou des trucs comme ça, il n'aura pas la même complémentation que mon capitaine, là, Paul Allo Émile, le numéro 3, parce que c'est pas du tout la même charpente, c'est pas du tout le même type d'exercice. Donc, ce qu'on voit le plus, c'est évidemment les protéines en poudre. Donc là, je dis tout le temps la même chose. Attention, attention, attention. Attention à plusieurs choses. Déjà, d'où ça vient? D'accord? On essaie de trouver les marques les plus transparentes. Comment c'est fait?
parce que si c'est filtré avec des produits chimiques, etc., c'est sûr ce sera moins cher, mais par contre, niveau digestion, niveau tout ça, ce sera une catastrophe. D'accord. Donc, vraiment faire attention à ça. Faire attention à son dosage. Parce que moi, je reçois des jeunes dont le coach a dit qu'il fallait faire ça. Je suis désolé, hein, je vais peut-être me mettre des coachs à dos, mais si on a fait des études de nutrition, c'est pas pour rien. Donc, peut-être que vous avez des connaissances, mais ne pas faire n'importe quoi. C'est au même titre que si moi, j'allais faire une prépa physique complète à quelqu'un. Alors oui, je vais pouvoir lui expliquer les rudiments de l'activité. Typiquement, une personne obèse, je ne vais pas lui dire, vas-y, mets-toi à faire du trampoline. Enfin, c'est très cliché et ridicule quand je dis ça, mais voilà, je vais pouvoir lui dire, bah, attention, pas de sport d'impact, parce que voilà, c'est des connaissances très légères. Donc, après, dès qu'il y a une prépa, je dis, va voir un coach. J'espère que les bons préparateurs physiques font ça parce que on a chacun nos métiers. Donc là, il faut faire attention. Et là, l'autre jour, j'ai reçu un gamin de 16 ans qui avait un ratio protéique à quasiment 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ce qui est monstrueux, d'accord. C'est ce qu'on va donner à un grand brûlé à plus de 50% parce qu'il y a des fuites protéiques, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Une prise de masse, c'est 6 mois à 2,2 grammes par kilo de poids de corps maximum. D'accord. Donc, quand on part de ce principe-là, on va généraliser à 2 kilos, à 2 grammes pardon, par kilo. Quand on a des gros gabarits, je prends des gars dans l'équipe du Stade français qui font 2 mètres, 120 kilos, 240 grammes de protéines si on veut aller chercher quelques kilos supplémentaires. Là, il y a une question pratique. Donc forcément, on va choisir des compléments de protéines parce que je prends un shaker, j'ai 30 grammes de prot, c'est super simple, ça se digère vite et c'est pas lourd, d'accord? Parce que sinon, on passe notre temps à manger, c'est pas pratique. Donc, les protéines en poudre ne sont pas dangereuses pour la santé si c'est bien fait, enfin si le complément est de bonne qualité et si c'est pris dans des bonnes mesures. Moi, j'utilise concrètement au cabinet des protéines en poudre. Les BCA, c'est très à la mode, mais je ne les utilise pas forcément, simplement parce que toutes les protéines en poudre sont déjà enrichies en BCA. Donc, s'il y a une complémentation protéique, pas vraiment grand intérêt. Malgré le marketing qui veut avoir des trucs à 12-1-1, 8-1-1, ce qui n'a aucun sens. Après, c'est mon avis. Hein. Encore une fois, je pourrais me faire des ennemis, entre guillemets, mais je suis bon, enfin, je suis bon à tout changement. Hein. J'attends qu'on me prouve le contraire. Donc, attention, ça aussi, au marketing. D'accord. Vous allez dans une boutique de compléments. Leur métier, c'est de vous vendre des compléments. Donc, forcément, ils vont vous vanter monts et merveilles. Donc, moi, ce que j'utilise, comme je disais, c'est protéines, collagène. C'est quelque chose qu'on utilise très peu et pas assez à mon sens, mais c'est une protéine qui va vous faire retrouver de l'élasticité sur les muscles et sur les tendons. Donc, pour les articulations, c'est hyper important, surtout quand on a une grosse charge de travail. Qu'est-ce que j'utilise aussi? Beaucoup d'antioxydants, mais encore une fois, des antioxydants naturels, comme du curcuma, des tanins, des choses comme ça, des polyphénols. Donc ça va être voilà, de la complémentation naturelle. Et en vérité, j'ai envie de dire, c'est presque tout. Après, on va avoir certains compléments sur du microbiote, sur des choses comme ça, en cas de problème digestif, mais encore une fois, ce sera du très spécifique. Et avant qu'on ait vraiment un réel besoin de supplémentation, il y a un peu de travail. D'accord, il y a un peu de travail. Et prenez toujours l'avis des professionnels. D'accord, c'est quelque chose, c'est un message que je répercute, enfin, que j'essaie de diffuser, pas comme un messie ou quelque chose comme ça, mais si vous avez un problème avec votre voiture, vous allez chez un garagiste. Si vous avez un problème ou des conseils nécessaires sur l'alimentation, allez voir un diététicien ou une diététicienne, tout simplement. Ouais, c'est important. C'est important. Il y a encore trop de personnes qui, voilà, même contre rémunération, qui donnent des conseils qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est encore plus, je trouve, pertinent d'orienter, de réseauter, de discuter entre différentes professions pour un patient. Bien sûr. Tout en sachant que c'est illégal, hein, au passage. Ouais, Faire une ouais, programmation diététique quand on n'a pas de diplôme de diététicien, j'entends. Hein. Alors ça aussi, je vais profiter du podcast pour transmettre un message. Attention, un nutritionniste n'est pas médecin.
D'accord? C'est quelque chose que j'entends très souvent. Un médecin nutritionniste est un médecin généraliste qui a fait une spécificité, oui, c'est ça, une spécialisation pardon, en nutrition, tout en sachant qu'on ne connaît pas la qualité de sa formation. Mais ça, c'est encore autre chose. Un nutritionniste, c'est n'importe qui. C'est-à-dire que moi, je vous forme pendant un mois avec une jolie entreprise qui dit oui, je vous forme à la nutrition. Vous avez un mois de formation. Vous pouvez, en France, malheureusement aujourd'hui, avoir une plaque jaune sur un mur et jouer avec la santé des gens. Donc voilà, tout en sachant que le nutritionniste pourra théoriquement, encore une fois, c'est une grande théorie, donner des conseils, mais pas de préparation nutritionnelle à proprement parler. Donc, si vous voulez être sûr de là où vous allez, diététicien ou diététicienne, c'est un diplôme d'État, vous êtes sûr de ce que vous faites et vous êtes sûr de la compétence, en tout cas de la formation de la personne que vous allez voir. Et on se bat aujourd'hui pour être reconnu parce qu'il y a trop de personnes qui pratiquent notre discipline en pensant que c'est facile et que c'est du bien public. Enfin, voilà, tiens, je vais te donner tant de grammes de machin. Ouais, mais si tu ne connais pas tout le système digestif et tout ça derrière, tu ne pourras jamais être compétent, malheureusement. Compétent ou compétente d'ailleurs, parce que c'est un métier qui est majoritairement féminin quand même. Mais donc voilà, faites vraiment attention quand vous allez chez un professionnel de santé. Les diplômes, normalement, sont notés sur Doctolib, parce qu'on passe beaucoup par Doctolib aujourd'hui. Donc regardez, voilà, il faut qu'il y ait un BTS ou un DUT de diététique. C'est tout bête, mais vérifiez, 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 vérifiez. Bon, message transmis. Et c'est vrai que pour discuter avec plusieurs personnes de ton métier, plusieurs professionnels de la nutrition, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, tout comme nous dans la prépa, on Bien essaie sûr, aussi de faire. Mais voilà, c'est dans tous les métiers, c'est important de se tourner vers des professionnels. Donc, le message est transmis. Et aussi, si je devais rebondir avec ce que tu viens de dire juste avant sur la supplémentation et la complémentation sur les différents, sur tout ce que tu as cité, c'est important, je pense, de le faire sur des fondations qui sont quand même solides. Quelqu'un qui ça, croit faire voilà, 1 à 2 séances par semaine et qui va prendre de la whey pour se construire de la masse musculaire, soi-disant, et qui en fait fait 3 ou 4 fast-food. Voilà, si on mange comme un enfant, c'est difficile de se bâtir un corps d'adulte. Donc, il faut aussi, je pense, prendre le problème dans une dimension bien plus large. Si bien on sûr. veut supplémenter, c'est des détails, c'est sûrement pour de la performance, pour un contexte bien précis. Tu as parlé aussi de collagène, ça peut être sur une pathologie. Mais il faut que le reste, voilà, sur l'ensemble des différents autres repas, soit cohérent et soit Bien justifié. sûr, il faut que notre alimentation soit à la hauteur de nos entraînements. C'est juste ça. Mm. C'est, si vous roulez, je ne sais pas, si vous roulez 15 km par mois, puisque vous habitez juste à côté de votre lieu de travail, vous n'allez pas faire un plein d'essence tous les jours. Bah, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas surdoser pour rien. Ça n'a aucun sens. Et de Mm. toute façon, tout nutriment en excès, ça s'appelle de la prise de masse grasse, hein. Yes, très bien. Euh, on se rapproche de la fin. En tout cas, merci pour toutes ces réponses qui étaient claires. Est-ce qu'il y a une chose, je vais finir sur quelques questions courtes, est-ce qu'il y a une chose que tu as, on va dire, découvert, même si je suppose que comme dans tout métier en lien avec la performance, on cherche à être en perpétuelle recherche de nouveautés, des étudiants toute notre vie. Est-ce qu'il y a une chose que tu as découvert ou que tu as vu évoluer qui te passionne actuellement? Là, vraiment, oui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est le lien entre l'esprit alors l'esprit et le corps, ça fait très gourou de dire ça, mais en fait, la relation psychologique qu'on va avoir avec notre alimentation. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai passé une journée pourrie, j'ai envie d'aller vers du gras? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me porter vers tel ou tel aliment? Euh, Quel impact mon stress va avoir sur ma perte de poids? Parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, bien sûr, je fais de la nutrition du sport, mais beaucoup de mes patients, c'est surtout pour des pertes de poids qui viennent me voir. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, le stress va générer, on le sait, du cortisol. Donc, qu'est-ce que ces hormones du stress vont faire? Comment ça va agir? Et quels moyens, en fait, on va avoir pour supprimer justement
ces verrous, d'accord, psychologiques. Je m'intéresse beaucoup à la diététique chinoise, qui est assez différente de la nôtre, parce que ça fonctionne avec des humeurs, des saisons, des tempéraments, des choses comme ça. Et par exemple, pour caractériser ça, on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte qu'en nutrition chinoise, tout fonctionnait en binôme. Et c'est-à-dire que nos émotions fonctionnent avec notre intestin. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, toutes les symptomatisations du stress fonctionnent sur le digestif. J'ai une boule dans la gorge, j'ai un nœud à l'estomac, je peux avoir des diarrhées, des problèmes digestifs, etc. Donc, je trouve ça absolument fascinant de comment on peut avoir même certains marqueurs sanguins. Par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de gens pouvaient avoir, par exemple, des transaminases, donc des éléments marquant de la souffrance du foie dans le sang, des transaminases assez élevées, alors juste avec des grosses guillemets, bien sûr, juste avec des stress. C'est-à-dire que voilà, j'ai un conflit avec mes parents et j'arrive pas à leur dire telle ou telle chose. Le foie va être en souffrance. Alors c'est sûr, ça paraît très mystique dit comme ça, mais justement, moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Comment la psyché va impacter sur notre nutrition, sur notre corps et a fortiori et a posteriori sur notre performance. Et voilà. Donc il y a plein de choses qui intéressent comme ça sur, euh, sur l'alimentation. Là aussi, l'alimentation vivante, qui est un truc qui est fantastique, que j'ai découvert par une amie et collègue influenceuse qui est très là-dedans. Voilà, si vous voulez vous intéresser à ça, c'est un effet qui s'appelle l'effet Kirlian. C'est un effet photographique qu'on a découvert qui permet de matérialiser l'énergie vitale contenue dans les aliments. Et voilà, c'est par ce système qu'on explique pourquoi on mange des aliments et pas juste des poudres. Parce qu'on pourrait se dire, oui, bah ok, il me faut tant de grammes de prot, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides, tant de grammes de vitamines, minéraux. Je mange tout ça et je suis en bonne santé. Alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas. Et ben, c'est cet effet, cette vitalité contenue dans les aliments qui fait qu'on a besoin de s'alimenter naturellement. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. C'est un monde extrêmement vaste et extrêmement intéressant. Et encore une fois, je pense qu'on est dans le même cas. On est passionné par notre métier. Et le but, voilà, de par ce podcast, c'est aussi de transmettre cette passion et informer les gens, avoir des informations claires. Euh, et voilà, donc c'est un monde passionnant, très ouvert, où on n'a encore pas découvert la moitié, j'en suis sûr. Passionnant, c'est exactement le mot. Euh, Est-ce que tu as des mentors ou enfin, c'est un mot à la mode et j'entends plusieurs personnes qui reviennent un peu sur ce mot, on va dire des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à te construire, tant par tes connaissances, voilà, et ce que tu deviens aujourd'hui. Euh, alors oui, j'ai deux personnes qui me viennent en tête. J'ai un prof, tout simplement, docteur Cyril Gallois, qui était un prof dans une de mes anciennes écoles. Un gars qui était passionné. Vraiment, c'est le mot. C'est un monsieur qui est docteur en pharmacologie, si je ne dis pas de bêtises, ou en pharmacie, qui s'est reconverti en tant que diététicien et étant triathlète. Il s'est mis voilà, dans la nutrition du sport et c'est vrai qu'il arrivait à transmettre ça vraiment, à, à transmettre sa passion. J'ai évidemment Véronique Rousseau, qui est diététicienne en chef à l'INSEP, j'ai eu la chance d'être son élève pendant mon diplôme universitaire de nutrition du sport. Pareil, passionné, carré, efficace, c'est comme ça que ça marche. Et c'est vrai qu'elle nous a appris, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, l'efficacité et vraiment le, 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 le sens de la performance du travail bien fait et justement cette recherche permanente de dire, OK, si tu n'arrives pas à ton résultat, cherche toujours pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas et prendre l'individu. Et après, j'ai une tutrice de stage. C'est tout bête, hein, ça remonte maintenant. Fiona Mérès, alors que peu de gens, je pense, pourraient connaître, simplement parce que c'est une diététicienne à l'hôpital, pas forcément de publication ou autre, mais c'est une femme qui, moi, m'a beaucoup aidé, parce que si j'ai des diététiciens ou des étudiants diététiciens et diététiciennes qui m'écoutent, ils savent que les stages en nutrition, c'est une catastrophe à trouver, c'est vraiment extrêmement difficile. Et c'est une femme qui, moi, m'a tendu la main parce qu'on m'avait posé un lapin sur un stage. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, même si c'est dans 2 semaines, je peux te prendre et je vais te former. Et c'est vrai que elle, c'est une bourreau de travail, elle connaît extrêmement bien son métier et elle m'a appris à s'adapter vraiment aux patients
à toujours essayer de voir qui j'ai en face pour adapter son langage, adapter, comme on revient tout à l'heure, l'image des dragibus, par exemple, rendre la nutrition, un sujet complexe, assez facile. Comment je m'adapte à rentrer dans la chambre d'un patient qui malheureusement est atteint d'un cancer et on sait qu'il va en mourir. Comment je fais pour gérer ça? Parce que ce n'est pas des choses qu'on apprend malheureusement à l'école. Donc voilà, c'est une femme qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui m'a beaucoup poussé et qui a fondé, entre guillemets, la nutrition que je pratique aujourd'hui. Donc après, voilà, ça, c'est 3 personnes qui me viennent en tête, mais il y a énormément de gens hors de la nutrition. Je pense à Jean-Pierre Coff, paix à son âme, qui lui était un amoureux du vrai produit français. Il y a plein de gens. Et encore une fois, la nutrition est un domaine qui regroupe plein de choses. Donc, il y a plein de gens qui m'inspirent. Je reposte sur mon Instagram énormément de performances aussi sportives. Je suis extrêmement admiratif du sport de haut niveau par l'abnégation pour le sport que ça implique, par les sacrifices. Donc, quand on a des sportifs qui font des performances, mais dans des domaines pas médiatisés, je prends par exemple Gladys Lemoussu, qui est triathlète, si je ne dis pas de bêtises, qui fait des performances extraordinaires en paralympique, et enfin en handisport, et on n'entend malheureusement pas assez parler. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont inspirants, que ce soit des préparateurs physiques sur Instagram, que ce soit des influenceurs pas trop, mais en tout cas rarement. Mais voilà, toujours s'inspirer des personnes positives, je pense que c'est surtout ça le plus important. Ok, top, merci. Merci pour ta réponse. Est-ce que tu aurais un chiffre au hasard, je dis 3, mais ça peut être moins. Voilà, une petite liste de 3 livres ou podcasts, sources d'information ou de divertissement qui t'intéressent, des livres qui t'ont marqué ou des choses que tu écoutes, que tu peux conseiller. Des bouquins qui m'ont marqué. Les mensonges et propagande en était un parce que c'est mon premier livre polémique, entre guillemets, que j'ai lu et où j'ai appris à débunker tout ça. Qu'est-ce que j'ai... Bon, j'ai un best-seller qui est Alimentation pour le sportif, qui a été écrit en partie par Véronique Rousseau, qui là est une bible. Et sinon, alors si, il y a Nutrition de la force aussi, mais ça, c'est des bouquins un peu spécifiques. Nutrition de la force qui a été écrit par Julien Venesson, qui est vraiment un must. Et sinon, plus grand public, on en parlait de la maladie de Crohn. C'est un bouquin qui s'appelle Carnet de santé foireuse, qui est en fait un récit du parcours d'un malade de la maladie de Crohn. Et ce mec-là, en fait, est illustrateur. Donc, il matérialise par le dessin toutes les phases et comment il a vécu ses hospitalisations, les phases de poussée, comment je vis avec un intestin. Il dissocie parfois son intestin comme s'il le sortait de son corps, comme si c'était un boulet ou une personne qu'on a envie d'éliminer de sa vie. Voilà. Et c'est un bouquin qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup touché. Et pour continuer dans l'illustration, je sais que ça fait un peu plus que 3, j'en suis navré. Il y a L'Homme étoilé qui a écrit un livre qui s'appelle À la vie, qui est encore une fois sous forme de BD, ça se lit très vite. Et bon, il faudrait vraiment être insensible pour ne pas verser sa petite larmichette. C'est un infirmier en fait qui est infirmier en soins palliatifs et qui montre aussi la dévotion de ces personnes-là, auxquelles malheureusement on ne rend pas assez hommage, parce que c'est un boulot qui est extrêmement difficile psychologiquement, parce qu'accompagner les gens en fin de vie, c'est très spécifique. Et lui, justement, dédramatise ça, montre le quotidien et qu'en fait, il peut y avoir beaucoup de joie et beaucoup de sourire dans ces services-là. Et donc, je pense que c'est important de leur rendre hommage aussi par ce podcast-là. Oui, tu as raison. Chacun de piocher un petit peu dans cette liste, ça, pour agrandir sa bibliothèque, ses connaissances, c'est top. Il me reste 3 petites questions. Est-ce que tu aurais un nom ou alors, de manière plus large, une profession que tu aimerais entendre par la suite dans ce podcast? Ça, c'est une Métier bonne question. qui peut être différent, quelqu'un sur lequel que tu aimerais écouter. J'aimerais bien entendre parler de l'éthiopathie. Enfin, de l'éthio... non, c'est... Oui, c'est ça, l'éthiothérapie? L'éthiopathe?
Oui, il me semble que c'est ça. C'est une discipline qui est assez intéressante, qui se rapproche voilà, de la chiro ou de l'ostéo, qui est encore un peu différente et qui est en train d'émerger en France, qu'on connaît très peu. Des éthiopathes, il y en a quelques-uns. Et moi, je sais que j'ai fait mon premier rendez-vous il y a encore 2 semaines. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette discipline. Donc voilà, ça peut être intéressant de faire connaître l'éthiopathie. Voilà, tout Ok, simplement. moi je note ça, super, merci. Euh, Quel conseil rapide, au singulier ou au pluriel, mais de manière rapide, aimerais-tu transmettre aux, aux personnes qui nous écoutent? Retrouver du plaisir dans votre assiette. C'est le plus important. Essayez de cuisiner. Cuisiner, c'est pas long. D'accord, il y a plein de sites. Euh, bon, je vais pas vanter mon Instagram parce qu'il y a pas, c'est pas une référence non plus, mais il y a plein de choses hyper faciles qui peuvent justement changer le quotidien. Je reprends l'exemple que je prenais tout à l'heure, les herbes et les épices. Si vous prenez juste une escalope de poulet, vous mettez de la coriandre, vous mettez de l'ail, vous mettez du persil, vous mettez du curry, du paprika. Là, j'ai cité 5 exemples. 5 fois, vous n'avez pas du tout le même goût, alors que la base est la même. Donc, il y a plein de sites, il y a vraiment plein de choses. Il y a une collection qui est très connue de livres de cuisine qui s'appelle Simplissime. Euh, en 10 minutes, on peut se faire des super trucs. Vraiment, c'est pas difficile, il faut juste essayer. C'est comme tout, on a toujours une appréhension au départ. Alors évidemment, vous ne ferez pas Cyril Lignac ou Jean-François Piège dès le début, c'est normal. Et s'ils ont un tel niveau, c'est pas pour rien. Mais vraiment, essayez, intéressez-vous, prenez des produits euh, d'à côté de chez vous. Et en France, même en Île-de-France, hein, qu'on ne me dise pas, oui, mais j'habite à Paris, c'est difficile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il suffit juste de chercher, peut-être aller un tout petit peu plus loin, mais euh, vraiment intéressez-vous à ce qui se fait à côté de chez vous. Prenez du produit de saison, du produit frais. C'est pas forcément plus cher. Parce que entre payer 3 euros un paquet de gâteaux qui est ultra transformé, pas bon pour la santé, et se prendre, je sais pas, 1 kilo de légumes, enfin même suivant là où on fait le marché, on peut avoir des kilos de légumes à 1 euro. Je prends 3 kilos de légumes et je peux faire ma cuisine pour peut-être toute la semaine. Voilà, c'est des choix. C'est des choix. C'est un truc que je répète beaucoup. Euh, le budget alimentaire, il n'est pas extensible, on est d'accord, mais on peut faire des choses super à pas trop cher et voire même pas cher du tout. Donc voilà, il faut juste prendre le temps de s'y intéresser un tout petit peu et c'est la base. En fait, ce que vous mettez dans votre corps, c'est la personne que vous allez être et a fortiori dans vos vieux jours. Donc faites attention à ça et prenez juste un tout petit peu de temps et vous allez voir, vous allez vous éclater. J'adore et j'utilise aussi souvent une citation avec mon entourage, c'est ouvre-moi ton frigo et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai que ça dénote Exactement. aussi pas mal la personnalité et les gens qu'on a en face de nous, la capacité à vouloir s'alimenter et à se servir de ce levier-là pour sa santé. Et encore plus Exactement. pour la performance, mais voilà, surtout pour la santé. Hmm. Merci Pierre. Si on veut te retrouver, tu as parlé de ton Instagram qui n'était De mon pas Instagram, oui. forcément utilisé trop. Enfin, dis-nous si tu as des réseaux sociaux ou site internet que je pourrais mettre en description si on veut te questionner. Bon, mon Instagram, il est facile, hein, c'est Pierre Le Diète, tout accroché. À la base, c'était un Instagram que j'avais lancé pour mes patients, pour avoir vraiment déjà une messagerie. Et puis des posts assez réguliers, informatifs, en fait, montrer que des recettes peuvent être faciles et souvent bonnes, tant qu'à faire. Et en plus, c'est ma compagne qui fait des photos et qui essaie de faire des jolies photos, donc tant qu'à faire, autant lui rendre Mhm. hommage. Non, et sinon, après, pierre-thomas-diététicien.com, où là, vous avez vraiment mon site avec mes coordonnées, la prise de rendez-vous, tout ça, tout ça. Et voilà. Super. Bon, ben, je te remercie. Franchement, j'ai passé Mais c'est moi. un agréable moment Et c'était partagé. C'était où partagé. on s'est régalé, sans faire de jeu de mots, J'espère. sur tous ces thèmes de la nutrition et bien plus large. Merci Thomas. J'espère que l'épisode plaira à tout le monde. N'hésitez pas à le partager, à le diffuser. Et, ça permettra de partager tous les conseils de bon sens dont Pierre a parlé aujourd'hui. Salut Pierre, à bientôt. À bientôt.